Roland Barthes, nous sommes ici avec vous, chez vous, et nous allons commencer, Bernard-Henri Lévy et moi-même, Jean-Marie Benoît, cette conversation à trois, au cours de laquelle nous allons essayer de vagabonder sans aucune direction préétablie, sans nous imposer la gêne et le carcan d'un discours. Je voudrais néanmoins auparavant vous situer et peut-être vous entendre vous situer. Je voudrais simplement rappeler combien vous avez marqué toute notre génération par le travail d'invention sémiotique, par la méthode et non pas l'école, mais le mouvement d'une activité sémiologique et sémiotique qui a beaucoup compté pour nous dans le monde littéraire, intellectuel, philosophique au cours de ces dernières années, et puis aussi par la liberté avec laquelle, vous défiant de tout esprit d'école, vous avez proclamé des valeurs importantes comme celle de plaisir du texte, ou ce côté joueur et sérieux en même temps de la critique dans votre ouvrage Critique et vérité. Vous venez d'entrer au Collège de France, nous avons entendu votre leçon inaugurale, et dans cette leçon inaugurale, un certain nombre de rapports habitués que les gens croyaient pouvoir déduire de votre attitude et de votre écriture passée ont bénéficié soit d'un élargissement, d'un assouplissement, ou au contraire d'une sorte de, non pas de dérision, mais de liberté prise par rapport à ce qu'elles auraient pu avoir d'enchaînant pour vous. Alors, puisque la littérature a été au centre de cette première parole que vous avez prise au Collège de France, votre chaire s'appelle d'ailleurs sémiologie littéraire ou sémiologie de la littérature. Je voudrais vous demander d'abord si la littérature, ici, pour vous, fonctionne avec un grand L ou un petit L, et comment vous vous inscrivez dans l'espace littéraire d'aujourd'hui. Oui, effectivement, la question de la majuscule est très importante. Vous mettez le doigt sur un point très sensible parce que il faut voir le mot un peu. Le mot littérature, c'est un mot relativement récent. Disons qu'au point de vue de l'histoire des mots, c'est un mot qui date peut-être tout au plus de la fin du XVIIIe siècle. Et avant, on ne parlait pas de littérature, on parlait de lettres, de belles lettres, d'humanité, etc. Alors, il s'est trouvé que, à travers tout le XIXe siècle, et renfloué évidemment par des valeurs qu'on appelle maintenant très classiquement une idéologie bourgeoise, enfin soutenue par la société et la démocratie bourgeoise, le mot littérature est devenu vraiment un mot pourvu d'une majuscule, dans la mesure où c'est devenu, pendant très longtemps et jusqu'à il n'y a pas longtemps, un mot valeur. C'est un mot qui avait un pouvoir de valeur, et qui était très lié d'ailleurs à tout un appareil institutionnel, soit à travers des académies ou des groupements, pour ainsi dire, professionnels d'écrivains, soit à travers l'enseignement de la littérature, est très important dans l'enseignement secondaire français, soit à travers tout simplement le commerce. Et c'est justement parce que le mot littérature s'est trouvé en quelque sorte compromis un peu dans cet appareil institutionnel assez marqué, sinon politiquement, tout au moins idéologiquement, que on l'emploie maintenant avec méfiance. On a une espèce de sentiment honteux vis-à-vis de la littérature, et là on parle plutôt maintenant d'écriture ou de texte. La littérature ayant été emportée dans la critique de l'humanisme. Maintenant, on peut se demander si la littérature étant descendue en tant que mot tellement bas dans l'échelle des valeurs, on ne peut pas en quelque sorte le reprendre. Et ça serait un petit peu l'idée que j'aurais. L'histoire se charge toujours de reprendre les choses, mais disons à une autre place, selon un mouvement en spirale. Et j'aimerais bien qu'au fond qu'on reprenne le mot littérature comme ça, dans un mouvement un peu spiraloïde, et qu'on revienne à la littérature. Vous l'opposeriez à quoi dans ce cas Quel système de différence apporterait-elle alors? C'est-à-dire, si je crois qu'on peut éventuellement reprendre le mot littérature à une autre place, je précise bien à une autre place, c'est parce que le grand problème qui se pose, c'est de savoir si on peut récupérer ou non, du point de vue de la modernité,
la littérature, disons, classique au sens très large du terme. Dans l'avant-garde, notamment dans l'avant-garde telle qu'élienne, il y a eu à un moment l'affirmation qu'au fond, toute la littérature devait être rejetée jusqu'à Lautréamont, enfin, à part quelques individualités comme Lautréamont, Sade, Artaud, Artaud. Joyce, etc. Et tout le reste devait absolument être rejeté. Oui, Je ne alors suis que pas sûr que ce soit la position telle qu'elle alors aujourd'hui. actuellement, ni la vôtre, ça n'a jamais été la vôtre, Ça n'a puisque jamais été la mienne, vous avez justement. écrit de Balzac, vous avez C'est écrit ça, de ça n'a jamais Flaubert. été la mienne Ouais. parce que je crois que même si on arrive à préciser un concept comme celui d'écriture, qui est un peu différent de celui de littérature, je dirais franchement, eh bien, dans la littérature passée, il y a très souvent de l'écriture, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas rejeter toute la littérature passée. Donc je reviendrai volontiers à ce mot de littérature comme une espèce de droit de reprendre tous les textes du passé sous un regard évidemment moderne. Cela dit, j'ai avec la littérature un rapport effectivement un petit peu ambigu. Tout ce qui est institutionnel, je n'aime pas beaucoup ça, ce qui est normal. Je ne parle même pas des académies, le problème ne se pose guère. Mais je dirais que par exemple du point de vue de la littérature comme espace commercial, c'est-à-dire là où le livre se vend, je dirais que par exemple je n'aime pas du tout tout ce qui concerne la gestion de ce que j'ai écrit. Une fois qu'une chose a été écrite, qu'elle a été publiée, j'ai beaucoup de mal. Disons que c'est uniquement par une sorte de politesse que je continue à m'intéresser à elle et donc à ne pas refuser ce qui peut advenir de cette chose sur le plan de l'édition ou de la traduction à l'étranger. Vous n'aimez pas qu'on vous cite, par exemple. Oh non, qu'on me cite, ça m'est absolument égal. Pourquoi non Parce ça que la Oui. citation trop longue peut-être avoir cet usage de, disons, de victoire ou de triomphe. Oui, non, mais ça, Qui... je comprends très bien qu'on me cite. D'ailleurs, non, ça, bon, la citation est toujours une déformation, mais ça, je l'admets très bien, puisque je crois à la fécondité des contresens dans l'interprétation. Non, ce qu'il y a, c'est que je n'aime pas gérer ce que j'ai écrit. C'est une chose qui ne m'attire pas. Je ne me mets jamais en position de gestionnaire à l'égard de mes livres. Ils sont faits. D'ailleurs, finalement, écrire, ça revient à tuer quelque chose. Écrire, c'est tuer le désir d'écrire cette chose-là. Donc, le livre, une fois qu'il est fait, ne m'entraîne, je dirais, dans aucun mouvement de narcissisme ou de propriété ou de protection. Dans la mesure où votre écriture, qui porte souvent sur des textes et qui s'installe apparemment dans la fonction critique, tout en gardant toute cette dimension de plaisir à l'auteur dont vous traitez, dans la mesure où cette écriture, justement, n'est pas un objet littéraire, elle ne veut pas s'enfermer complètement dans l'objet littérature, elle continue à vivre quand même et elle échappe peut-être à cette prise dans l'ordre du narcissisme. Est-ce que vous ne croyez pas que ça continue à écrire, que votre texte continue à Mais écrire? oui, évidemment, ça serait le rêve, ça serait l'idéal pour quelqu'un qui écrit de penser qu'il continue à écrire dans la tête des autres, n'est-ce pas? Brecht disait je pense dans la tête des autres ou la tête des autres c'est la mienne, etc. Enfin, je ne sais pas la citation exacte. Alors évidemment, le merveilleux, ça serait d'écrire et que ça continue à écrire dans la tête des autres. Ça, évidemment, c'est tout ce qu'on peut rêver de mieux. Mais ça, soi-même, on ne peut pas le dire, n'est-ce pas? On ne sait pas exactement ce qui se passe, vous comprenez? Vous n'avez jamais écrit d'œuvres de fiction, d'œuvres romanesques? Non, je suis toujours très, très fasciné par le romanesque, mais je n'ai jamais eu une imagination assez structurée sur le plan de l'histoire du récit. Bon, ça tient peut-être à des choses un peu pusillanimes, mais je serais incapable de dire il en parlant d'un personnage ou bien de lui donner un nom propre, par exemple. Ça ne passerait pas ma plume. Donc ce sont des choses comme ça qui peut-être m'arrêtent de faire des romans. Est-ce que vous lisez des romans contemporains? Alors, je dirais brutalement, pour ainsi dire, non. Non, je n'en lis pas, mais je ne m'en vante absolument pas. Je pourrais répondre, ce serait peut-être d'ailleurs de mauvaise foi, je n'ai pas le temps. Alors, j'en lis tout de même quelques-uns au moment du prix Médicis, puisque je suis, ou tout moins je suis encore dans le jury du Médicis. Alors, je ne voudrais pas laisser croire que je ne lis pas les romans qui sont soumis à ce jury. Je les lis. Mais personnellement, j'ai besoin d'une certaine distance historique pour me mettre dans le roman. D'ailleurs,
Je ne crois au roman que dans sa grande phase historique qui va du XVIIIe au début du XXe siècle. Et Cervantes ne paraît Oui, pas. bien sûr, Oui. non, parce que mes limites sont un petit peu hâtives, bien sûr. Vous savez, d'ailleurs, je lis surtout des Français, hein, je lis assez peu d'étrangers. J'ai absolument besoin d'un contact avec la langue française originelle. Je ne connais pour ainsi dire pas de langue étrangère, les connais sur un plan, disons, juste touristique. Je lis l'anglais beaucoup trop lentement pour lire vraiment une œuvre littéraire en anglais, et de même pour l'italien. Donc il faut que ça passe par la médiation de ma propre langue. Parce que mon contact de lecture se fait toujours au niveau de la langue. Même si l'histoire m'intéresse, ça se fait au niveau de la langue. Et pourquoi cette limite au début du XXe siècle? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du roman, selon vous, ou de la littérature, pour que la frontière soit là placée? On parle par grande masse, n'est-ce pas? Bon, le dernier très grand événement romanesque, bon, je pense que c'est Proust. Alors, qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'au fond, après, je vais faire une réponse très orthodoxe et très politique. C'est qu'après, par une énigme historique dont personne n'a vraiment parlé, il n'y a plus de roman qui représente, qui figure la société, finalement. Enfin, je parle très grossièrement, immédiatement on pourra m'en citer au moins 10, mais je crois tout de même qu'au niveau de ce qui occupe le devant de la scène depuis 50 ans, il n'y a plus de roman à intention ou à prétention sociale. Au fond, ce qui a fait tout de même les très grands romans français, en tout cas, de Stendhal à Proust, c'est qu'il visait vraiment à reproduire, enfin, avec les anamorphoses romanesques obligées, la société française. C'est pour ça que finalement, les livres vraiment engagés politiquement, ce sont les romans de Zola, je dirais même c'est le roman de Proust, ou même de Flaubert en un sens. Est-ce que ça veut dire que le romancier a changé de statut social Non, je pense que ça veut dire que le monde a changé et qu'il ne peut plus être appréhendé dans sa structure réelle et signifiante au niveau politique et social ou éthique par une seule conscience, parce qu'il y a eu un développement des moyens de communication, il y a eu une transformation technique du monde qui fait que maintenant le monde ne peut plus être tenu dans une seule main. Ce mot d'anamorphose romanesque dont vous avez parlé me fait penser à la distinction que vous aviez établie dans le degré zéro de l'écriture entre écrivain et écrivant. Oui. Est-ce que vous pensez que pour la production contemporaine ou récente, vous la placeriez de la même façon que vous la placiez dans les années 50 ? Je crois toujours à cette distinction. Je crois que l'écrivain, c'est quelqu'un qui assume une jouissance de la langue, une jouissance d'aménagement de la langue, une jouissance de la musique, on pourrait dire au sens très large du terme de la langue, ce qui veut dire pratiquement que, par exemple, un écrivain assume d'écrire des idées à travers des métaphores. N'est-ce pas ? Ça paraît peut-être très simple, on se dira tout le monde le fait. Non, il y a toute une partie des sciences sociales et humaines qui continuent à écrire sans se permettre le luxe d'une métaphore. J'emploie métaphore comme exemple de métamorphose. Oui, d'une liberté rhétorique, d'une liberté esthétique, d'une liberté fictionnelle. L'écrivain, c'est celui qui s'assume comme artiste, alors que l'écrivain, en général, s'assume comme savant ou comme idéologue, ce qui n'est pas la même chose. Donc je pense que c'est une différence qui existe toujours. La littérature française contemporaine serait peut-être faite de plus d'écrivains que d'écrivains. Mais non, parce que les écrivains ne font pas partie de la littérature, dans mon sens. Oui. Non, ils font partie d'une autre activité intellectuelle qui a son importance, enfin qui peut déplacer des choses, mais qui ne fait pas partie de ce que j'appelle la littérature. Non, je pensais à toute cette série de romanciers ou de gens qui se croient tenus de parler un langage de fiction et qui en fait sont un peu à l'extérieur de ce processus ou musical ou esthétique de la langue, malgré les apparences du roman dans lesquels se livre. C'est-à-dire la production romanesque courante aujourd'hui, c'est une production très très difficile à maîtriser, très difficile d'en faire une synthèse, la synthèse de tous les romans qu'on reçoit. Peut-être que c'était toujours la même chose, peut-être qu'il faut du recul, peut-être qu'après ça sera facile, mais pour le moment c'est très difficile d'unifier cette production. On ne sait pas très bien. Oui, il est même difficile de voir en quoi
ce qui se réclame de l'avant-garde est vraiment avant-garde et quelle fonction elle remplit précisément? Oui, c'est-à-dire l'avant-garde, n'est-ce pas, d'abord elle change, c'est sa définition même. Une avant-garde, c'est quelque chose de mobile, ça dépend de là où on place l'arrière-garde, et l'avant-garde, ça change. D'abord, il y a eu des époques où il n'y avait pas d'avant-garde du tout. La chose et le mot sont assez récents aussi, finalement. Ça date quoi, de la fin du 19e siècle, le fait qu'il y ait une avant-garde. Oui, avec une métaphore militaire qui manifeste un certain Oui, qui désir manifeste, de pouvoir. oui, ou de combat, en tout cas, la nécessité de combattre. Je crois que, disons, parler très noblement, ça date du moment où est apparu les premiers signes d'un déchirement de la conscience dite bourgeoise. À ce moment-là, il y a eu des avant-gardes, tantôt hyper esthétisantes, tantôt politisées. Depuis une quinzaine d'années, nous sommes habitués à une avant-garde qui se situe, ce que j'appellerais, dans le dépiècement de la langue, c'est-à-dire qui exploite à fond la liberté de dépiécer, de déconstruire la syntaxe, de détruire la représentation, la lisibilité, le vraisemblable de ce qui est écrit. Comme Joyce l'a inauguré. Oui, c'est ça. Alors à la suite de grands modèles qui sont ou Joyce ou Lautréamont ou Artaud, justement. Mais bon, il est très possible que bientôt on arrive à une autre avant-garde qui serait moins tapageuse, si vous voulez, j'emploie le mot pas dans un sens péjoratif. Une avant-garde qui essaierait de travailler ou de produire du nouveau dans une reprise d'un art de la représentation, de la figuration, du réalisme. Ça, c'est très possible. Ou du baroque, peut-être aussi. Je ne sais pas. Est-ce que vous du mettriez baroque. les valeurs de baroque Ah, telles que l'Amérique latine Absolument. nous les propose? D'ailleurs, on voit ça au cinéma, c'est plus facile à saisir. On voit très bien que le cinéma peut très bien revenir au titre d'une modernité assez aiguë à des formes de récits finalement assez classiques. Et il y est tenu, parce que sans ça, les gens n'iraient pas dans les salles de cinéma. Quelle est alors la modification du regard, aussi bien du spectateur au cinéma que vous évoquez, que le regard du lecteur, de cette activité de lecture qui embrasse l'écriture, dans l'hypothèse où il y aurait retour, ou en tout cas renaissance d'un type de littérature qui ne serait plus spectacle de sa mise en pièce, mais dont les procédés seraient de déplacement ou de modification ou même de subversion dans l'enveloppe d'un texte de facture apparemment beaucoup plus classique. On peut poser tous ces problèmes de regard, vous avez très bien employé le mot, en termes un peu de structure psychologique ou psychique, disons, ce mot psychologie est dévalorisé maintenant, structure psychique ou névrotique. Il est certain que depuis une vingtaine d'années, la littérature ou la textualité ou l'écriture, appelez-la comme vous voulez, a été très tentée, très fascinée et s'est avancée assez loin dans des zones, enfin dans des types d'expériences psychiques qui avaient partie liée avec ce qu'on appelle la psychose ou la schise, enfin, ou la schizo, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y a eu, on peut le dire franchement, une sorte de mode de la psychose depuis une quinzaine d'années, un intérêt, une espèce d'intérêt de curiosité aiguë et presque maniaque, et un intérêt presque de vérité pour le monde psychotique, n'est-ce pas? À la fois sur le plan de l'interrogation portée à la psychiatrie, ou plutôt l'attaque contre la psychiatrie. Nous voyons très bien qu'il y a eu tout un mouvement intellectuel qui s'est intéressé vraiment, en le valorisant beaucoup, aux productions psychotiques. Alors, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout ça, ou c'est très peu cela. Dans ce mouvement, ce qui a été sacrifié, je le dis toujours, c'est cette dimension psychique qu'on appelle, à la suite de Lacan, qu'on peut appeler l'imaginaire. Disons qu'en gros, vraiment je simplifie beaucoup, il y a d'une part la psychose, il y a, disons, d'autre part la névrose, et puis au milieu, il y a ce qu'on appelle ce borderline, cette espèce de zone un peu sacrifiée, cette espèce de parent pauvre, qu'est l'imaginaire, qui implique effectivement une relation très vive à la mère, qu'on retrouve spécialement dans le type amoureux, et qui implique alors, transposé dans l'ordre esthétique,
le retour à des valeurs de figuration, à des valeurs d'image, parce que l'imaginaire a besoin d'images, et d'images coalescentes, d'images vraisemblables en quelque sorte. Alors, ce que je crois possible, c'est que on revienne à ce que j'appellerais une écriture de l'imaginaire, qui ne soit pas une écriture démodée, qui revienne en spirale. Est-ce que vous pensez qu'on a privilégié, au fond, un peu trop le symbolique aux dépens de l'imaginaire? Oui, oh, ce n'est pas un jugement de valeur, qu'on l'ait fait un peu trop, enfin disons, j'ai une vue de l'histoire parfaitement fataliste, il fallait que ça se fasse comme ça, et donc on a très bien fait de faire ça. Maintenant, on a peut-être envie de revenir à un univers fictionnel qui réintègre des valeurs, enfin les caresses, les plaisirs de l'imaginaire. Et peut-être de la continuité, car comme vous le disiez Oui. tout à l'heure, c'est la skise, la discontinuité, C'est la ça. mise en pièce qui a été un petit peu l'opérateur privilégié de toute cette littérature contemporaine. Mais à ce moment-là, c'est peut-être que l'exigence de discontinuité qui reste vraie serait davantage prise en charge par le lecteur que Voilà. que par l'écrivain. Exactement. Je crois que par exemple, il y a une chose que nous avons jetée par-dessus bord allègrement, et moi tout le premier pendant longtemps, ça a été les mécanismes de projection. Parce qu'au fond, on a cru longtemps que quand on lisait un livre, ça faisait plaisir parce qu'on se projetait dedans. Alors, il y a un moment où on n'a plus voulu de cette explication-là, mais il est très possible que la projection redevienne une valeur assez intéressante. Vous retrouvez la vieille valeur de catharsis? Par exemple, alors je ne pense pas que ça jouera avec tous les textes, mais je ne crois pas qu'on puisse expliquer le plaisir de lire un roman sans se projeter un peu dedans. J'aime bien ce que vous dites aussi dans le plaisir du texte sur la nécessité de sauter des passages. Alors oui, ça c'est tout le problème de la lecture. Là, je crois qu'il faudrait assumer vraiment cette position. Un livre n'est pas fait pour être lu intégralement. Et ça, il faudrait l'admettre. Je veux dire, tout le monde devrait l'admettre. On devrait liquider une fois pour toutes le surmoi de lecture et admettre qu'un livre, ça se lit, il y a des passages qui se sautent, etc. Ce que vous récusez, au fond, c'est un discours de maîtrise double, la maîtrise de l'auteur sur le sens et la maîtrise du lecteur que le lecteur croirait obtenir en s'appropriant l'intégralité du texte. Oui, c'est ça. Il faudrait absolument arriver à concevoir, je dirais, mais vraiment à assumer soi-même, enfin que la société assume que les livres ne sont pas faits pour être lus en entier. Car c'est en fait ce qui se passe. Il pourrait être lu collectivement, alors. Il pourrait être lu collectivement. C'est un peu comme le livre Mallarméen, n'est-ce pas, finalement? C'est-à-dire que le livre Mallarméen n'existait dans sa totalité que projeté devant une salle d'auditeurs. Mais chaque partie ne touchait que l'un ou l'autre. C'est ça, il y a une analyse du site à faire et du site du lecteur. Ça implique aussi qu'on se donne le droit, par exemple, de porter un jugement sur un livre en ne l'ayant pas lu en entier, en ayant, disons, prélevé dans ce livre des sortes de morceaux, de prises d'écriture. Et au fond, on sait très bien si le livre, à ce moment-là, vous concerne ou non. C'est une approche par symptôme, plus, alors. Voilà, exactement. C'est un type de lecture qui ressemble à une écoute, donc. Oui, c'est ça. C'est un type de lecture qui ressemble à une écoute, mais à une écoute non pas flottante, puisque l'expression est à la mode, mais une écoute un peu discontinue. C'est-à-dire qui était très aiguë à un moment, et puis qui est un peu distraite à un autre moment. Et je crois que les écoutes, c'est comme ça, d'ailleurs. Est-ce que c'est d'ailleurs une écoute distraite ou une écoute brouillée? Quand vous parlez de cette lecture fragmentaire et légitimement morcelée. Ah, mais ça, c'est-à-dire, ça, c'est une question difficile à démêler, parce que, je veux dire que, moi, j'ai au fond du mal à lire. Je ne suis pas très bon lecteur, ou un lecteur très orthodoxe, parce que, ou bien le livre, je l'ai dit d'ailleurs, ça, moi, plusieurs fois, mais ou bien le livre m'excite, et alors à ce moment-là, je lève la tête tout le temps, parce qu'il me fait penser à d'autres choses, et c'est donc là une écoute qui n'est non pas brouillée, mais qui est tout de même absolument polyphonique, enfin, et qui représente une polyphonie d'une extrême complication, d'une très grande impatience, qui l'esprit part dans des tas de sens, et il a envie de créer, il a envie de... il est ému par ce qu'il lit, même intellectuellement, hein. Ou bien alors le livre m'ennuie, et à ce moment-là, effectivement, je ne le lis plus non plus. Ce qui fait que les livres que je lis au sens plein du terme sont finalement assez rares. Je relis du Proust, la prisonnière et l'Albertine disparue.
Je suis frappé d'ailleurs par le fait que c'est extrêmement bavard et qu'il y a des pages et des pages d'un très grand ennui. Enfin, ça, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Ça diminue pas mon admiration pour Proust, mais enfin ça, il faut bien le voir aussi. Alors, je me demande si on peut lire intégralement comme ça, c'est-à-dire phrase après phrase, un peu comme un professeur qui ferait une thèse sur Proust serait obligé de le faire. Mais si c'est pas pour ce propos-là, il y a des pages entières qu'on saute pour retrouver comme ça au début d'un paragraphe quelque chose qui nous accroche. Est-ce qu'il y a des auteurs que vous avez lus intégralement, comme Michelet par exemple ou... Eh ben, j'allais dire, il y a Michelet, oui, il y a Michelet que j'ai lu intégralement. Je dirais que son style s'y prête parce que, comme on l'a dit, c'est un style vertical, c'est-à-dire c'est un style qui n'est pas noyé. Il y a une existence de la phrase. Par conséquent, on n'est pas entraîné dans une fascination du continu. Il y a une sorte de fascination verticale. Et alors, je crois que je peux dire que j'ai à peu près lu Michelet phrase par phrase. Enfin, j'en suis peut-être pas tellement sûr d'ailleurs. Mais autrement, il y a finalement peu d'auteurs dont je pourrais dire en toute honnêteté que je l'ai lu intégralement. Racine peut-être, non? Oui, enfin c'est pas très long. C'est pas très long, donc on peut le lire en entier. Puis là, c'est le même phénomène que pour Michelet. Les vers appellent effectivement une consommation discontinue, en quelque sorte. Mais je dirais même ça, on ne le lit pas en entier, n'est-ce pas? Les gens sautent les dissertations en général. Et même si on lit les dissertations, on ne lit pas tout. Alors je ne sais pas très bien qui on lit en entier, n'est-ce pas? Et je dirais que si on voulait se poser des problèmes de pratique d'écriture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand soit on écrit, il ne vous vient jamais à l'idée que la phrase qu'on écrit ne va pas être lue. On croit que tout ce qu'on écrit va être intégralement lu. Oui, Mais oui. peut-être que savoir écrire, c'est précisément savoir disposer dans ce qu'on écrit des plages qui ne sont moins importantes et qui peut-être ne seront pas lues. Enfin, il faut trouver une espèce de rythme souple, disons de swing. Il faut écrire avec du swing et ce n'est pas très facile. Est-ce qu'il y a aussi des lectures que vous réservez, que vous retardez, que vous différez? Absolument. À l'échelle de ma vie, il y a une écriture que je diffère parce que je me dis que quand je serai un peu plus vieux, ce qui est une image toujours mythique, on n'est jamais plus vieux, c'est toujours à l'avenir qu'on l'est, même si on est objectivement vieux. Mais il y a une œuvre que je me réserve de lire, comme en attendant un très grand plaisir et une très grande richesse, parce que je l'ai pour ainsi dire pas lu, c'est Diderot, par exemple. Je me dis, un jour, je vais lire tout Diderot, et je serai très heureux.